Je voudrais juste faire un petit commentaire, si vous le permettez, sur ce qu'a dit Nasser Heloussi et Riyad également sur un certain nombre d'éléments. L'élément phosphate, il a oublié le pétrole, l'énergie de manière générale, et l'élément Ben Gherden et un certain nombre d'autres techniques. Je crois que si on veut vraiment être utile à ce pays, il faut qu'on ait suffisamment de bon sens pour éviter de diaboliser des régions ou des secteurs ou des institutions ou des organisations. Alors, toute politique économique ne peut réussir dans ce pays si elle ne tient pas compte des faits, de la réalité. Et les faits sont les suivants. Il faut neutraliser une fois pour toutes, je sais que je vais en choquer beaucoup ici, parce que je pense que la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement est une situation qui nécessite qu'on agisse en rupture. Une rupture, ça veut dire quoi? Cela veut dire faire fi de tous les modèles, parce qu'on est en train de reproduire exactement les mêmes modèles depuis je ne sais combien d'années, et on est en train de proposer exactement les mêmes solutions qui n'ont pas du tout abouti. La rupture, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut neutraliser une fois pour toutes l'effet phosphate et pétrole, et établir nos modèles en fonction d'une ressource qui ne va plus perdurer en Tunisie. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a l'air d'entendre dans tous les discours officiels et non officiels que les problèmes de la Tunisie viennent du fait que, parce que le phosphate n'a pas repris, parce que le pétrole n'a pas repris, les Camours, Tataouine, etc. Et c'est comme si on voulait absolument faire assumer la responsabilité à des secteurs et à des catégories de la population qui n'ont strictement rien à voir avec ça, alors que les solutions sont ailleurs et que les problèmes sont beaucoup plus profonds parce qu'il n'y a pas d'offre de solutions économiques et sociales viables pour ces régions-là et pour ces secteurs-là, parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé une mutation qui devait être faite depuis 1976, où il y a eu un retournement de tendance à la fois pour le phosphate et qui préfigurait aussi ce que nous avons vécu juste après le premier choc pétrolier, parce que nous n'avons pas eu les politiques qu'il fallait. Et on est en train de venir nous resservir exactement la même chose sur la responsabilité de Ben Gherden dans la situation de la monnaie, alors que tous ceux qui connaissent un tant soit peu la réalité, qui se sont donné la peine d'aller voir ce qui se passe, non, ça n'a strictement rien à voir avec la situation. C'est des gens qui essayent de survivre face à une situation qui est compliquée et face à une situation où personne ne s'est occupé d'eux, où il n'y a eu aucune proposition de projet structurant qui puisse être une perspective de développement pour ces régions-là. Je le dis parce que ça me fait de la peine de voir nos décideurs à la fois revenir et proposer. Il y a eu même quelqu'un qui a fait de l'arithmétique en disant bon, nos problèmes, on perd 5 milliards de dinars par année, ça fait 8 ans qu'on est en révolution, 8 x 5 ça fait 40, donc non, arrêtons avec ça. On l'aurait su si la solution était aussi facile que cela. Donc, essayons quand même de trouver des solutions innovantes, originales, qui puissent offrir à ce pays des solutions réelles, et non pas en faisant ce que j'ai toujours appelé cette stratégie de rustine, de prendre des mesures de ceci et de cela. Bon, la Banque centrale, ce qu'elle peut faire, en tout cas, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Simarouen, et je suis de ceux qui disent depuis pas mal de temps que la solution, que le problème, ce n'est pas la Banque centrale. Les problèmes sont, alors là, ailleurs. Bien au contraire, la Banque centrale a été acculée, de mon point de vue, selon mon analyse, dans la dernière augmentation de 100 points de base, a été acculée à faire le boulot que d'autres n'ont pas fait. En tout cas, c'est mon analyse personnelle, parce que on peut faire de la rétroprospective en essayant d'imaginer les scénarios possibles. Et si la Banque centrale n'avait pas fait cette augmentation-là, on serait encore en territoire négatif et on aurait peut-être des problèmes. Et si? Et donc il faut se poser ces questions-là. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, quand j'avais fait une proposition, quand j'avais fait la proposition de mettre en place une carte bancaire pour domicilier la location touristique, parce que, comme vous le savez, ça devient même suspect de se balader avec du liquide depuis déjà plus d'une vingtaine d'années.
Je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'âmes charitables qui avaient souri de manière tout à fait indulgente, en disant non, c'est pas faisable, machin. J'ai dit que techniquement, d'abord, c'était faisable, et puis, vivez votre temps. Il faut absolument. Maintenant, c'est devenu une pratique courante et quasiment toutes les banques ont cette offre-là. L'idée, c'est tout simplement, donc, c'est plus. Moi, qu'est-ce que je vous dis? D'abord, moi, je pense que la Banque centrale n'a aucune responsabilité dans la situation actuelle. La Banque centrale, elle est dans son rôle, elle fait son boulot, et elle le fait de manière tout à fait adéquate actuellement. Dans une combinaison de production, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de capital et de travail. Il y a un troisième facteur qui est pour moi exclusif des deux autres. Ce facteur s'appelle la confiance. Et quand la confiance est rompue, au-delà, bien entendu, de l'environnement, des affaires et de tout ce qui, de la stabilité légale et réglementaire, etc., quand cette confiance n'existe plus, vous ne pourrez rien démarrer. Et quand vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez. Si votre appareil qui va exécuter n'a pas la confiance justement des opérateurs, etc. Je vais vous citer un exemple, parce que c'est important. Il m'est arrivé de m'exprimer publiquement pour dire que je ne crois pas du tout aux réformes en l'état actuel des choses. C'est ce que disait Marouane à propos de la convertibilité, je suis d'accord. Il y a des conditions, il y a des préalables. On ne réforme pas pour réformer. Si on veut réformer, il faut s'assurer que votre organe d'exécution est opérationnel et qu'il puisse justement donner du sens aux propositions que vous allez faire. Je vais vous citer un exemple que j'ai pris la peine d'étudier. Quand à un moment la décision a été prise de multiplier par 3 l'infraction sur l'utilisation du portable en voiture, ce qui est pour moi une décision triplement idiote de mon point de vue si j'étais en charge de cette situation-là. Eh bien, savez-vous, mesdames, messieurs, qu'on lève moins d'impôts, enfin moins de taxes, depuis qu'on a triplé ce montant-là qu'avec 20 dinars, parce que de 20, c'est passé à 60. Pour une raison toute simple, c'est que le corps qui est chargé justement de l'exécution de ce type de mesures, vous ne vous êtes pas assuré préalablement de son efficacité, de son honnêteté et de sa capacité à exécuter. Donc, quand il s'agit de réforme, il faut aussi s'assurer de cet aspect-là. Moi, je pense que le problème, il est économique, il est politique, c'est au gouvernement d'assumer. Or, le gouvernement, de mon point de vue, sur ce chapitre-là, n'est pas en train de faire ce qu'il faut, autrement on l'aurait su, et les résultats sont là. Vous avez eu le taux de croissance du premier trimestre, 0,01% de croissance. Vous avez vu les chiffres sur le déficit du commerce extérieur. On fait plus que le trimestre de l'année dernière. Il y a juste un léger mieux en matière d'inflation, et ça c'est un peu... On ne sait même pas d'ailleurs encore, monsieur le gouverneur, si c'est l'effet de l'augmentation de son point de base ou pas, parce que comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le délai de transmission pour se vérifier l'impact de ce type de mesure, et ce délai de transmission il se calcule généralement entre 12 et 18 mois. Donc je ne sais pas si c'est l'effet de cet effet-là ou pas, mais en tout cas, on a déjà un embryon de ça. Mais bon, je ne voudrais pas trop accaparer la parole, je pourrais intervenir sur autre chose après. Par exemple, la confiance, pourquoi j'ai dit que le maître mot c'est la confiance? Vous ne pouvez pas imaginer une amnistie, c'est l'élément confiance n'est pas là. Une amnistie de chance, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Une amnistie de chance, si elle n'est pas accompagnée d'une amnistie pénale, d'une amnistie fiscale, aucune personne raisonnable ne fera ce que vous allez lui demander. Parce qu'il peut être attaqué sur le plan fiscal après, parce qu'il peut être attaqué sur le plan pénal après. Donc, c'est vraiment à 3 dimensions qu'il faut approcher ce problème en mettant en place la confiance. Et les pays qui ont déjà testé cette affaire-là ont justement mis en place la confiance, et c'est pour ça qu'ils ont eu les résultats positifs que nous connaissons.